Et coucou, comment vas-tu aujourd'hui? Alors, je le fais très régulièrement, mais aujourd'hui encore, j'ai envie de le faire à plus grande échelle. C'est-à-dire que très régulièrement, je te remercie d'être là, d'écouter le podcast, puisque c'est ce qui le fait vivre et exister. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une dimension un peu plus grande parce que, eh bien, quand j'ai créé le podcast, j'étais persuadée que j'allais être entendue en France et que ça allait s'arrêter à ces frontières-là. Et je suis très surprise les semaines passant de voir combien je suis écoutée sur les 5 continents, aux 4 coins du monde. Et vraiment, cette transition est parfaite pour accueillir mon invité du jour parce que je suis sûre dans l'échange qu'on va avoir, que tu vas te reconnaître. Et ça fait plaisir de savoir que notre échange va certainement résonner au-delà des frontières de la France. Coucou Elodie, comment vas-tu? Coucou Sandra, je vais très très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très plaisir. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Vraiment, ça fait plusieurs mois que j'avais envie que cette rencontre se fasse. Alors, on va pas se mentir, hein, elle s'est faite dans l'autre sens il y a peu. Hasard C'est des vrai. choses, je ne sais pas, je ne crois pas au hasard. Mais bah, ça tombe pile poil aussi l'année où j'avais envie de partager mon micro avec des entrepreneuses ultra inspirantes et qui ont des parcours qui, je sais, à un moment ou à un autre, va parler à au moins une personne qui va écouter le podcast. Donc c'est vraiment moi qui te remercie parce que c'est un réel plaisir eh ben, de partager mon micro avec toi aujourd'hui. Tu me Euh, flattes. non, c'est vrai. Alors, pas du tout. Je passe très bien la pommade, mais que sur mon visage et mon corps. Je ne sais pas J'aime le faire beaucoup. chez les autres. Ça vient toujours du cœur. Je dis toujours ce que je pense. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans mon parcours. Alors qu'avant, je retenais tout ça. Je sais que tu t'intègres très bien la présentation de tes invités. Moi, j'ai une autre habitude, c'est de laisser les Mais invités. évidemment. Oui, parce que j'aime bien. Alors, c'est un exercice qui, je sais, n'est pas toujours facile pour beaucoup de monde. Mm. Néanmoins, ce qui est riche dans ça, c'est les mots qu'on utilise quand on se présente qui, pour moi, sont hyper importantes. Donc, je suis désolée, peut-être que tu t'attendais pas à ça. Non, non, j'ai Mais avec l'habitude, moi, j'ai l'habitude. on va vivre l'exercice inverse. Non, non, Est-ce que j'aime. tu peux nous te présenter et puis nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Alors moi, c'est Elodie Crépel. Aujourd'hui, je suis connue et reconnue pour mon expertise dans les neuroatypies et plus précisément sur le haut potentiel sensible, autrement appelé en France hypersensibilité, et le haut potentiel intellectuel. Au départ, j'étais assistante sociale, rien à voir. Il y a quelques années, j'ai commencé mon travail dans l'accompagnement comme ça. Puis j'ai passé d'autres diplômes, comme le diplôme d'état de médiation familiale. J'ai eu ma licence en psychologie, puis je me suis dirigée vers mon master en psychanalyse. Puis j'ai continué en fait après avec d'autres diplômes universitaires ou diplômes d'état, comme le titre de conseillère d'insertion transition professionnelle, formatrice également. Et en fait, j'ai développé un peu plus mon expertise sur la neuroatypie. Pourquoi? Parce que les gens que je recevais et que j'accompagnais, bah, ils étaient tous atypiques. Et je me suis confrontée à la difficulté de me dire, avec tous mes diplômes et toutes mes études que j'ai pu faire, j'ai pas les outils, tu vois. Je me suis dit, en fait, on m'a pas appris à accompagner ce public. Et donc, je suis allée chercher plutôt à l'international. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Et ça m'a vraiment apporté une vision, je trouve, très en avance par rapport à ce qu'on a en France sur les atypies, que j'essaye du coup d'explorer, parce qu'il y a une déconstruction aussi à faire quand on vient effectivement d'une autre culture, une compréhension autre à faire, mais ça m'a permis aujourd'hui de partager, tu vois, en France, mes connaissances à travers mon podcast, mes réseaux sociaux, mes livres, mes formations, enfin sur plein de choses, et j'accompagne encore les atypiques, mais avec des outils, une manière de faire qui est bien propre à moi, je pense qu'il est assez atypique, mais je suis très contente de ça. Parce que voilà, je trouve il y a encore des choses à faire de ce point de vue-là. Donc tu vois, je suis référencée à l'international sur l'annuaire du docteur Hélène Aron. J'ai été co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité. Donc j'organise également des sommets sur l'hypersensibilité comme cette année, tu vois. Donc j'essaye de faire plein de choses pour faire bouger à mon échelle la connaissance et la reconnaissance des atypies. Oui, Voilà. tu plantes les graines, comme on dit, pour que demain une Voilà. forêt naisse là où tu passes. Voilà. Après, elle pousse pas. Bon, voilà, mais il y a beaucoup de retard sur la vision de voir les atypies en France. En fait, elle est très jumelée, la santé mentale, elle est même bloquée par rapport à ça. On le voit, tu vois, enfin, dans d'autres pays, c'est pas un sujet propre aux psy, tu vois. Et en France, c'est très catégorisé psy. Sauf que les psys, ce sont en fait des professionnels de la santé mentale, et heureusement qu'ils existent, mais il y a plein d'atypiques.
qui n'ont pas de problématique de santé mentale, qui sont plutôt en questionnement sur leur fonctionnement ou sur, par exemple, quand ils ont envie de penser leur vie professionnelle autrement, tu vois. Et dans ces cas-là, ben, personne ne sait les accompagner parce que personne ne comprend vraiment leur fonctionnement. Et le souci quand tu te comprends pas, c'est que souvent, ben, tu vas prendre pour acquis ou comme vérité ce qu'on va te dire de toi. Et donc, tu vas croire que c'est toi le problème. Et là, il y a un impact en fait sur la mésestime, sur l'image que tu as de toi et sur potentiellement les choix de vie que tu vas faire. Et ça, c'est hyper dommage. Alors que si tu es bien accompagné par des professionnels qui connaissent ça, tu vois, par exemple ici, en Écosse où je vis, tous les médecins, par exemple, ou tous les profs connaissent l'hypersensibilité. C'est pas un sujet de débat comme il y a encore en France, tu vois. Ils sont tous vraiment formés et ils savent reconnaître un enfant hypersensible, par exemple, et dès quasiment la naissance, ou en tout cas quand ils sont bébés, tu vois. Ils savent faire la distinction entre, par exemple, un bébé RGO qui a des reflux et un bébé qui potentiellement est hypersensible. Et du coup, cette information n'est pas un sujet comme on entend en France, genre c'est une étiquette ou je sais pas quoi, encore on va nous mettre, c'est des excuses. Tu vois, il y a encore ça par exemple sur le TDAH, arrêtez de trouver des excuses. En fait, tout ça, ça n'existe plus. Donc je pense qu'on a bien 30 ans de retard, quoi. Donc j'essaye, à mon échelle, encore une fois, de faire bouger les choses. C'est très intéressant ce que tu dis parce que le jour où je suis sortie de la maternité avec mon fils, la personne, le pédiatre qui a vu mon fils venait du Royaume-Uni. Tu es Mm. en train de me faire, tu vois, il a eu 12 ans Des hier, donc souvenirs qui un reviennent. déclic. Non, mais c'est pas ça, c'est que le jour de sa visite avant de sortir, parce que moi je suis restée une semaine à l'hôpital parce que j'ai accouché par césarienne, euh, donc il a fait le test des réflexes archaïques où ils le font marcher, tenir les Mm, mains et mm, tout. mm. Et ce pédiatre m'a dit, votre enfant et loin d'être en retard, ça va être un gamin très en avance. Ah bah tu vois, mais on le voit, hein, il y a Et, des et quand signes je dis déjà. aux gens, donc moi mon fils a passé le WISC 5 parce que bah, au niveau de la scolarité, l'école n'arrivait plus à l'accompagner. Et donc du coup, je me suis dit, je vais le faire passer, pas pour mettre une étiquette à mon fils, même si ça me gêne pas en soi, ça permet de l'accompagner aussi, mais d'aider le corps enseignant à le nourrir, l'accompagner, savoir bah, qu'il s'ennuie pas et tout et Mm, tout. mm. Et on m'a dit, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille de savoir que votre fils, ben voilà, avait une potentielle haute sensibilité ou haut potentiel intellectuel et émotionnel. Bon, déjà, les chats font pas des chiens, hein. Moi, je connais mon atypisme puisque moi j'avais fait les tests. Mais en plus, j'ai toujours en mémoire ce pédiatre qui m'a dit, aux 4 5 jours de mon fils, il sera Mm. loin d'être en retard, cet enfant est en avance. Et en fait, je savais qu'il est du Royaume-Uni. Mais j'avais jamais fait le lien avec ce que tu dis sur l'expertise et l'avance Ouais. qu'il y a dans ce pays-là. Donc, ah oui, là, on est sur du 100%, ça me parle. Euh, Avant de te poser les questions que j'avais préparées, en t'écoutant, j'ai une question qui me parle beaucoup parce que je suis sûre que là, ça va toucher énormément de monde. Par rapport à ce que tu dis en France, le retard qu'on a, et je le vois, je le cautionne, comment tu peux qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fameuse phrase? Ah, mais de toute façon, tout le monde est atypique aujourd'hui, c'est une mode. Alors, le problème, c'est l'incompréhension du terme, je pense déjà. Parce que quand on dit atypique, les gens se disent, mais en fait, tout le monde est unique et singulier. Et en ce sens, on est d'accord. Moi, je veux dire, biologiquement, on est d'accord, ok. Mais en fait, le mot atypie, c'est juste un mot plus court pour parler de neuroatypie. Et on parle de neuroatypie quand il y a un fonctionnement cérébral qui est différent. Et ça, bah, je suis désolée, mais les IRM montrent bien que non, ce n'est pas tout le monde. Et si on parle bien de atypie, ça veut dire qu'en fait, on se base sur une norme donnée de ce que devrait fonctionner, entre guillemets, un cerveau. Je dis bien d'une norme donnée. Et donc, on se rend compte que chez certains individus, ben, ça fonctionne pas exactement pareil, en fait. Tu vois, par exemple, chez les HPI, on voit que le corps calleux, en fait, donc c'est ce qui va entourer finalement au niveau des neurones et ce qui va faire une déperdition d'énergie parce qu'il est plus, en fait, il est plus dense. Donc Mm. ça veut dire que si on j'essaie de rendre ça le plus simple possible pour expliquer, mais c'est comme si, tu vois, c'est l'électricité, si tu veux, qui Mm, passe dans mm, notre mm, cerveau, qui amène une information et par les synapses et tout ça. Mais en fait, ça va beaucoup plus vite. Il y a, grâce à cette densité de corps calleux chez le cerveau HPI. Donc ça se voit. Donc oui, c'est un cerveau plus performant. Après, on en fait ce qu'on veut, mais ça se voit. Chez par exemple les personnes HPS, donc hypersensible, on va se rendre compte par exemple, l'insula, qui est un peu le pivot des émotions, on va se rendre compte que l'émotion, elle est ressentie très rapidement, qu'elle est ressentie plus fortement, et qu'elle, en fait, elle se termine beaucoup plus lentement. Donc, par exemple, face à quelqu'un, on se dit, bah, elle est hyper émotive, il faut qu'elle se calme, qu'elle prenne du recul.
son cerveau ne peut pas le faire. Et c'est pas de l'immaturité émotionnelle. C'est pas parce qu'on va l'obliger à ne pas pleurer que ça va aller mieux. Absolument pas. C'est le cerveau qui vit ça avec une sorte d'intensité. Et ça, on a tellement d'imagerie, en fait, aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'on ne peut pas le nier, en fait. Il y a une réelle existence scientifique. Donc non, tout le monde n'est pas en fait neuroatypique. Et attention, là-dedans, ce qu'il faut comprendre, et le problème de la mode, pourquoi on en parle de plus en plus grâce aux neurosciences, parce qu'on a de plus en plus d'images, c'est Et puis génial. il y a un espèce d'effet Barnum, c'est-à-dire que dès que tu Alors, vas citer deux, trois choses, les gens c'est vont se ça, retrouver dedans et se dire, ah bah je c'est suis ça, forcément neuroatypique. c'est ça. C'est-à-dire, moi j'ai fait de la recherche, et c'est vrai que le souci, c'est que quand on rentre en fait dans la connaissance publique, on va énormément vulgariser quelque chose pour que les gens comprennent. Et c'est génial parce que la science, elle sert à ce que ça soit accessible. Sauf que pour la rendre accessible, on va la vulgariser. Donc ça donne de ah, moi aussi je ne supporte pas les injustices, je suis HPI. Absolument pas. Toujours pas, tu vois. Moi Ou ah, aussi, je crains le soleil, donc je suis hypersensible. ouais, voilà, on a plein de trucs comme ça. Et ça, effectivement, ça crée des effets Barnum et c'est dangereux, c'est hyper dangereux de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on le dira et on le redira. Renseignez-vous auprès de professionnels compétents, allez voir des gens qui sont compétents pour vous dire si vous avez besoin, enfin voilà. Mais je pense que quand même, on s'est servi de ça comme une excuse à certains comportements. Tu vois, je le vois des fois dans des séries ou dans des films. Ah, en gros, je suis un peu vulgaire, mais genre, elle réagit comme une connasse parce qu'elle est HPI. Absolument pas. Toujours pas. Quel lien? Aucun lien, je vous assure, vraiment pas. Voilà, mais des fois on le voit, il y a des séries, c'est. Mais après, il faut pas oublier aussi, enfin, ouais, que les séries ou les médias, ils font du chiffre, ils font de l'audimat quand c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Mm. Donc on va vraiment mettre en avant celui qui a une personnalité très 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 particulière ou bien qui a des compétences assez incroyables. Oui, Donc par parce que ça exemple, passe pour un super-héros ou une super-héroïne, quoi. ouais, c'est Je ça, pense comme entre autres à la série Unforgettable où elle était capable d'imprimer une scène de crime et s'en rappeler des semaines après. ouais, voilà, Ça c'est avait ça. fait sensation, hein. Et le souci, c'est que la plupart des personnes HPI, en fait, se disent, ben moi, je peux pas être HPI parce que je suis pas Parce que je comme suis ça, en pas fait. sensationnelle. Bah ouais, j'ai rien d'incroyable. Et donc, du coup, tu dis, non, mais ça me concerne pas. Et en fait, il y a beaucoup plus d'effets, en fait, Barnum du Barnum, c'est-à-dire s'auto-convaincre que c'est pas nous, que réellement du Barnum. Et ça, faut pas Mm. oublier. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, et j'entends des fois des psys qui disent, mais c'est dramatique parce qu'il y a des gens qui ont des véritables problématiques de santé mentale et se cachent derrière une atypie. Et ils ont raison. Tu vois, quand j'entends par exemple, mais moi je suis angoissée parce que je suis hypersensible, non, ce n'est pas possible. Il faut savoir que l'hypersensibilité comme le HPI, ne sont pas considérés dans les atypies comme des troubles neurodéveloppementaux, contrairement par exemple au TDAH ou au TSA ou ce qu'on appelait avant les troubles 10 qui sont des troubles de langage, de l'apprentissage aujourd'hui. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas souffrir, il n'y a pas d'impact négatif du HPI, de HPS. En fait, directement non. Est-ce que le fait d'être différent, on peut se sentir différent et il peut y avoir des problématiques d'ordre social ou de compréhension? Oui, bien sûr. Mais en soi, ce n'est pas un trouble. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, se servir de ces particularités HPI ou HPS pour expliquer un comportement, c'est dommage parce que vous passez à côté de la possibilité de soigner ou de réparer ou en tout cas de résoudre une difficulté. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu un peu genre une étiquette, tu vois, qu'on va mettre très vite. Comme quand j'entends des parents dire, ah ben mon enfant il s'ennuie, c'est parce qu'il est HPI. Non, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Il y a plein d'enfants HPI qui ne s'ennuient pas à l'école. Ou en tout cas qui font d'autres choses, en fait, et Mm. qui trouvent d'autres moyens. Donc c'est pas exactement lié à ça. Il faut pas. En fait, c'est dommage effectivement de se cacher derrière ça parce que ça veut dire qu'on ne résout pas le problème. Parce qu'en fait, t'as dit ça, ben, ça veut dire que genre tu peux pas le changer. Et c'est Mm. vraiment dommage pour le coup. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol en France de dire ah arrêtez avec ça, tout le monde l'est. Non, en fait, tout le monde ne l'est pas et tout le monde n'en fait pas non plus un problème. Mais C'est voilà, ça. Le truc, c'est qu'en fait, il y a peut-être une difficulté dans la personne qui se sent l'être sans le savoir, qui cherche en fait une validation à l'appartenance à un groupe et qui se dit, tiens, sur deux, trois points, je me reconnais, je dois être là. En fait, ça va juste la c'est ça. rassurer pour, mais c'est pas avéré et ça ne l'aidera pas parce qu'elle s'éloignera de la connaissance d'elle-même, en C'est fait. ça. Et puis, c'est pas une liste à cocher. Il faut savoir que deux Oui, personnes hypersensibles ne se ressemblent pas. ah, c'est Euh, clair. peuvent avoir des valeurs totalement différentes. Moi, je dis souvent que la typie, tu vois, elle est colorée avec qui on est, avec notre histoire de vie, notre culture, l'éducation, les rencontres qu'on a fait, les expériences qu'on a. L'environnement. Oui, Mm. exactement. Et donc, il y a des hypersensibles, par exemple, qui ne pleurent jamais.
Tu vois, on a souvent l'image de dire ah, l'hypersensible pleure tout le temps. Non, il y a des hypersensibles qui ne pleurent jamais parce que dans l'éducation, par exemple, qu'ils ont reçue, eh ben, on leur a fait comprendre qu'il fallait On les a pas bridés. pleurer. C'est ça. Oui, Il y a des ou bien ils ont injonctions. juste une autre manière de Mm. vider le trop-plein, en fait, tu vois. Et il y en a effectivement qui ont l'alarme facile. Et ils ne sont pas plus fragiles. Ça fait pas d'eux de pauvres petites fragiles personnes, Oui, oui, absolument oui, mais pas, tu c'est vois. clair. Donc voilà, donc ça c'est hyper important de se dire que c'est pas une liste à cocher non plus, en fait. Par contre, si vous avez la sensation de vous reconnaître dans des caractéristiques, c'est intéressant de creuser le sujet. Ça c'est sûr. Oui, moi je sais que souvent on me dit de mon fils qui est très introverti que Mm. c'est dû à son hypersensibilité. Bah non, Moi je on a leur dis des les études gars, je là-dessus. suis hypersensible et je suis ambiverti. Ouais. Je vais beaucoup plus vers les gens que mon fils, j'ai beaucoup moins peur, mais je ne suis pas la même personne, j'ai pas le même vécu, je suis pas la même génération, je suis pas plein d'autres choses. Par contre, grâce à lui, on m'a toujours dit que j'étais extravertie. J'ai Mm. compris que j'étais ambivertie parce que j'aime ces moments où je suis seule. Mais tu sais, c'est ces moments où on te dit, mais toi, t'es vraiment bipolaire parce que soit t'aimes qu'on te foute la paix, Ouais. soit t'aimes te mêler au milieu d'une foule. Non, Ouais. je suis juste nuancée et il n'y a pas de bien, de mal, de noir, de Ah. blanc, quoi. Et il y a une étude d'ailleurs qui a été faite et ça avait porté sur des noms de fleurs. C'est assez original, mais qui avait démontré que sur toute la population des hypersensibles, alors on n'a pas pris toute la population mondiale, hein, mais en tout cas sur la population qu'ils ont pris, donc c'est quand même des milliers d'individus, il y avait un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de personnes introverties, un tiers extraverties et un tiers ambiverties. Donc introverti ne veut pas forcément dire hypersensible. Mm, Encore une fois, c'est pas parce qu'un cheval est blanc que tous les chevaux sont blancs. c'est clair. Non, mais c'est clair. Not all horse. Du coup, revenons à nos chevaux. Je voulais te demander si tu pouvais, donc tu nous as expliqué un peu tout ton parcours. Moi, ce qui me passionne, parce que les gens qui nous écoutent sont essentiellement des femmes entrepreneuses, c'est qu'on revienne sur ton parcours entrepreneurial, donc le moment où tu décides de t'installer. Et puis, je sais qu'en plus, quand tu t'installes, tu as multicasquette, parce que comme tu dis, il y a cette accompagnante, mais il y a aussi cette personne qui va écrire des livres, qui va les éditer au début. Enfin, il y a vraiment une très grosse casquette entrepreneuriale chez toi. Donc, si on peut revenir là-dessus et que tu me Alors. dises peut-être de souvenir, qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans tes débuts? Alors, ouais, c'est hyper intéressant que tu poses la question. Merci de la poser. Moi, je viens pas du tout de milieu entrepreneurial, d'accord? C'est-à-dire qu'au départ, il faut savoir que après mon master, je me suis dirigée en doctorat et j'ai été acceptée en double thèse. Donc, j'étais partie pour faire ma vie, tu vois, dans le milieu universitaire, la recherche, les études, c'était vraiment mon truc. Et à ce moment-là, j'ai eu mon deuxième enfant. Et j'ai dû suivre mon mari qui, lui, était en études de médecine, du coup, dans une autre région. Parce que, tu sais, à la fin, ils ont, voilà, ils choisissent pas où est-ce qu'ils vont aller. Ça dépend effectivement du concours final. Et donc, je l'ai suivi à ce moment-là. Et j'avais demandé si je pouvais continuer ma double thèse à distance. Et il se trouve que elle m'avait dit oui à l'époque, ma directrice de thèse, qui m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, on en a plein qui le font à distance et tout. Mais je lui avais dit, comme j'ai mon deuxième enfant à ce moment-là, j'en ai quatre maintenant, mais j'en ai mon deuxième. Et j'ai dit, le problème, c'est que je m'occupe en fait à temps plein aussi de mes enfants. Donc, quand je suis dispo, j'avance sur mes thèses, mais je pourrais pas revenir en fait à Toulouse, parce que c'était ma ville là où je vivais. Mhm. Et parce que le papa, il est interne en médecine et il choisit pas ses horaires et c'est lui la priorité à ce moment-là. Donc, elle m'avait dit oui, oui. Et tu vois, j'avais très envie à ce moment-là, parce que bon, ben, j'adore être maman, mais ça me suffisait pas, si tu veux. J'avais envie de partager à travers, alors, à l'époque, c'était un site. C'était en 2017, sur un site ou un blog, c'était le blog, tu vois. Mais les connaissances que j'avais sur en fait, sur ce que je le faisais sur la névrose collective. Bon, ça va peut-être pas parler aux gens, mais qu'importe. Et j'avais envie de partager, tu vois. J'avais envie de partager ça. Et en fait, de le vulgariser parce que j'étais tellement passionnée par mathématiques, si tu préfères, que j'avais envie d'en parler à d'autres personnes, à part mes bébés, tu vois. Et donc, en fait, tout est parti de là. Sauf que, entre-temps, ma superbe directrice de thèse me l'a mise à l'envers plein de fois. Elle s'est très très mal comportée. Il faut savoir que le milieu universitaire est extrêmement maltraitant, comme plein de milieux, et qu'on ne le sait pas toujours, mais c'est vraiment très maltraitant. Et sauf que moi, ma priorité à ce moment-là, tu vois, c'est ce que je me suis dit, d'ailleurs, je me suis dit, bah, si j'avais pas eu d'enfant, je me serais laissée maltraiter. Parce que voilà. Mais là, j'avais déjà un boulot en fait en parallèle. Enfin, en tout cas, j'avais fait un arrêt, mais j'étais déjà maîtresse familiale et j'avais déjà voilà, un boulot. J'avais déjà mes diplômes. J'avais déjà une famille. Enfin, je veux dire. Et en fait, je me suis pas laissée faire. Du coup, ben, j'ai renoncé en fait à ce moment-là à ma thèse. Elle me dit si tu faisais. En fait, elle m'a mis des ultimatums. C'était horrible. Genre, si j'étais pas là le lendemain alors que j'étais à 4 heures de route, si je suis pas là le lendemain. Ben, en fait, je peux dire au revoir à ma thèse, à ma place, bon, bref. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, je dis adieu à ma place, tu vois. Voilà, ça m'a saoulée.
Je Oui, le regrette message pas. était clair. Bah, en fait, voilà, c'est-à-dire que ça faisait vraiment un an que je bataillais avec elle, et j'étais vraiment dans un état, c'était super dur, hein, en plus s'occuper de deux petits bouts, tu vois, parce que bah, j'en avais un qui avait à peine 2 ans et l'autre qui venait de naître, tu vois. Et donc c'était super difficile, sauf que, bah, entre-temps, le site, enfin le blog, il avait vraiment pris, il y avait plein de gens qui s'intéressaient. Et il y en a plein qui me disaient, mais est-ce que tu proposes pas des rendez-vous à distance et tout? Et tu vois, je me suis dit, c'est drôle comme les choses se sont faites assez naturellement. Et donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, après, il se trouve ben, qu'on a dû redéménager. Et à ce moment-là, nous, on faisait l'instruction à famille et j'ai commencé un peu plus à partager. Et puis c'était un peu la montée des réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc j'ai commencé à encore plus, encore plus, encore plus. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, mais c'est fou, j'ai encore plus de personnes atypiques qui viennent à moi. Alors je pense que c'est parce que je partageais aussi sur mes choix de vie atypiques, tu vois, accouchement à Oui, la c'est ce que maison, j'allais dire, il n'y avait pas de minimalisme. hasard non plus, on Ouais, sait qui voilà, c'est on ça. attire. Enfin, au bout d'un moment, on comprend qui on attire. Ouais, c'est ça exactement. Donc je partageais aussi un peu là-dessus. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de me former, tu vois. Et donc j'ai commencé à me former là-dessus. Et petit à petit, ben, en fait, j'ai commencé à faire de l'argent comme ça. Et je me suis dit, mince, alors, j'avais jamais prévu de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était pas, voilà. Sauf qu'on s'est retrouvé dans une situation financière où mon mari pouvait plus du tout travailler. Et où il a bien fallu trouver de l'argent, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'ai déjà une communauté, j'ai déjà des gens qui me donnent bah, de l'argent, tu vois, contre bah, mes Mhm. services. Ben, pourquoi je développerais pas ça? Et donc, en fait, on l'a développé à deux et on a vraiment créé une société. D'ailleurs, on est à la troisième création de société en soi. Et on en a vendu une, en fait. Et après, voilà. Donc, en fait, on a continué. Et après, bah, comme on avait cette liberté géographique, bah, on a commencé à faire une vie de nomade et après à se poser en Écosse. Et voilà. Et puis, tu sais, pour les livres, bah, c'est pareil. En fait, c'est à force de créer du contenu, ben, il y avait une maison d'édition qui m'a proposé d'écrire un livre sur un sujet. Et j'ai dit, allez, d'accord. Et en fait, après, j'ai écrit dans plusieurs maisons d'édition avant de choisir celle que je préférais. Et Mais voilà, en fait, ça s'est fait comme ça, tu vois. Mais t'écoutes et je c'est... souris parce que je me dis, mais attends, mais Sandra, mais depuis combien de temps tu connais Elodie? Oui, Parce que c'est ça, vrai. je l'ai vu, et ça, je l'ai vu, et Eh ça, ouais, je l'ai puis connu, voilà. et ça, je vois, et ça, j'ai vu quand C'est ton ça. mari a arrêté, et j'ai vu Et, votre déménagement de Toulouse, et mais je me c'est dis, ça. mais j'ai C'est l'impression vrai. d'avoir partagé votre parcours, parce que c'est vrai que t'as pas été avare sur le partage que tu faisais non Ouais. Et plus de pour ta autant, t'as vie. vu, je montre jamais mes enfants, je dis C'est jamais des clair. choses trop personnelles. Je veux dire, en fait, je partage, mais sans rentrer, enfin, sans rentrer dans l'intime, quoi. Ah oui, Tu vois? oui, oui, oui. Ouais, C'est-à-dire qu'on connaît, on sait que tu as 4 enfants, ouais, c'est on ça. sait, mais il y a toujours de l'ordre de l'intimité, un Ouais. cadre clair de limite. Et ça, Et ça a c'est vrai toujours été que moi, je me important. rappelle te voir te promener en forêt et tu étais Oui, enceinte du deuxième. Enfin, je me dis, mais en fait, on me dit toujours à moi, mais Sandra, tu as eu 1000 vies, mais c'est un vrai plaisir parce que je décharge mon sac à dos aujourd'hui, j'écoute les 1000 vies d'Élodie, tu vois. ouais, Et je c'est me dis, sûr. mais ça fait combien de temps que je la suis, en fait? Ouais. Mais c'est vrai, les gens qui me suivent depuis longtemps comme toi, ils disent hein, que ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Hein. Oui. Mais tu sais, souvent on me dit oui, tu projettes quoi? Et quand on est entrepreneuse, il faut savoir où on veut aller. Mais moi, c'est pas le cas du tout. Enfin, Ah tu vois, ben, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est une ouais, question aussi où on me je sais pas. restreint et je dis, mais me bloquez pas dans une boîte à chaussures. Mais j'ai C'est pas de projection, inconfortable, irrespirable. j'ai même pas d'idéaux, j'ai même pas de trucs à atteindre. En fait, je vis pas au jour le jour, mais on va dire d'année en année, j'ai des projets, d'objectifs, mais après, je me laisse vraiment porter par l'envie Oui, du moment, par les tu pourrais pas propositions. répondre à la question, tu te vois où dans 5 ans, quoi. On Non, est mais non, d'accord. non, pas du tout, mais pas du tout. Et de toute façon, je suis pas quelqu'un de naturellement stressé, donc j'ai pas le besoin non plus de me projeter, tu vois. Ça dépend des gens, hein, il y en a qui ont besoin de ça, et après, bien sûr, il y a les imprévus de la vie. Mais moi, non, ça me va bien de pas savoir. Tu vois, j'aurais une boule de cristal, ou je sais pas, de la voyance, ça m'attire pas du tout, en fait. J'ai pas le besoin de savoir ce qui va se passer, en Oui, fait. t'as pas envie de voir la finalité, t'as envie de profiter du chemin. Ouais, ouais, Mhm. ouais, puis en fait, si tu veux, je suis quand même assez confiante et optimiste. Je l'ai pas toujours été, hein, je l'ai beaucoup travaillé. Et donc, je me dis, qui vivra verra. Mm. On fera face, quoi. Oui, parce que anticiper la chose, c'est bien, mais il y a un risque, c'est bah, d'avoir des peurs d'anticipation. Donc, Ouais. 90% des choses ne se passent jamais. De générer un stress sur lequel tu as œuvré et qui t'appartient plus. Donc, au final, pourquoi aller chercher un bâton quand t'as pas du tout envie de te faire battre, quoi? Donc, Mais bon, ça, c'est une question de personnalité, hein, parce que ah tu oui, vois, moi, oui, non, non, mais je vis avec complètement. un mari où Complètement. c'est Et tout puis, l'inverse. en plus, je dis Oui. pas que c'est facile non plus, parce que quand Non, tu voilà. évolues là-dedans, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, faut Du coup, laisser quelle aller. partie de toi tu ne connaissais pas vraiment?
et qui a été révélé par ton parcours entrepreneurial? Je trouve, tu vois, que l'entrepreneuriat, c'est hyper autothérapeutique. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je trouve que j'ai jamais eu autant confiance en moi. Alors, tu vas me dire peut-être qu'en approchant de la quarantaine, ça aide aussi. Mais je pense que ça. En fait, déjà, les réseaux sociaux, ça t'aide vraiment à prendre du recul sur les critiques. Parce que plus t'es visible, T'es plus exposé, ouais. t'es exposé et plus proportionnellement, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, qui ne t'aiment pas alors qu'ils te connaissent pas, qui font des transferts sur toi, enfin, tu vois. Et ça Oui, m'a mais c'est beaucoup OK quand tu aidé. as œuvré sur ça, parce qu'il y a des gens qui vont t'entendre et qui vont se dire, non, mais alors moi, je suis Mais exposée et tout, non, mais tu et commences j'arrive pas à petit. m'écarter et mettre de la Mais distance non. avec ça. Mais non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu commences petit, c'est-à-dire que tu n'arrives pas sur les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés. Je les ai d'ailleurs pas, de les millions d'abonnés. Donc, je veux dire, si demain tu me donnes des millions d'abonnés, je pense que ça me stresserait, tu Mm. vois. Parce que je suis pas apte encore à faire ça. Mais donc, chaque stade est important et chaque stade te permet aussi de prendre de la distance sur quelles sont les critiques vraiment constructives, parce que des fois, il y a des critiques qui sont hyper intéressantes. Mm. Ça dépend comment c'est dit, hein, souvent. Et puis, quelles sont les choses où tu sens que bah, ça n'a rien à voir avec toi. Mais vraiment, je trouve que ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et puis, tu sais, c'est en fait ce savoir de dire je sais faire de l'argent. Je trouve ça assez incroyable. En fait, t'attends pas que quelqu'un te donne ton salaire. Tu te le crées, en fait. Et je me dis, si je devais recommencer à zéro, eh ben, je recommencerai jamais à zéro. Parce que je sais comment ça fonctionne. Tu vois, je saurais comment on recrée une communauté. Je saurais comment, en fait, techniquement, on crée des newsletters, comment on crée du contenu à valeur ajoutée, comment on crée une formation en ligne, comment on crée un savoir, comment on crée, ben voilà, comment on fait de l'argent, en fait. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et je trouve vraiment que ça donne une certaine confiance en soi aussi, tu vois. Puisque justement, tu nous parles de confiance en soi, qu'est-ce qui, selon toi, empêche les femmes de se faire confiance? Elle passe pas assez à l'action. En fait, je le vois dans les femmes que j'accompagne, elles attendent que tout soit parfait et elles attendent justement d'avoir confiance pour passer à l'action, ce qui est un non-sens. Parce que, en fait, la confiance, il faut pas la mélanger avec l'estime de soi, mais la confiance, elle vient seulement quand on se prouve de quoi on est capable. Et si on ne passe pas à l'action, ben, on peut pas savoir de quoi on est capable, tu vois. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, en fait, au lieu d'attendre le bon moment ou d'avoir confiance pour y aller, il faut y aller, en fait, à un moment donné. Alors, il y a des gens, ils sont totalement paniqués. Et je pense que là, il faut aller chercher du côté de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est ce qui fait que, en fait, on se dit, quand bien même je tombe, quand bien même je suis en échec, je vais savoir rebondir. Et ça n'atteint pas tout ce que je suis. C'est-à-dire que si demain il y a des gens, j'ai subi, tu vois, du cyberharcèlement. Si tu m'as suivi, à un moment donné, j'en ai parlé. Ça a été très très difficile. Mm. À deux reprises, j'ai vécu deux vagues. Une dans la première année où il y a eu des influenceurs qui s'en sont pris à moi, mais pas qu'à moi, et ça a été très dur. Et une fois, c'était en postpartum, justement, une grosse vague de psy qui détestaient ce que je faisais. Et c'était hyper compliqué. C'était quand justement mes livres est devenu best-seller, ça m'a amené une visibilité et donc forcément des choses qui, voilà. Et ben, en fait, c'est comprendre que quand bien même certaines personnes vous détestent, quand bien même votre travail en fait peut être vraiment, bah, ça n'enlève rien à votre valeur en tant qu'humain. Non, Enfin, ça- parce que d'autant plus que ça en révèle plus sur ces personnes-là, on est d'accord. toi, parce que Mais ce qu'elles pensent de toi arrive de leur propre vécu, propre expérience, propre peur, propre projection, en fait. totalement. Mais tu te remets toujours un peu en question, tu Eh vois, bien surtout en tant évidemment, que tu personne restes humain. sensible. Ouais, c'est ça. Je dis, est-ce que j'ai été maladroite? Est-ce que j'ai mal dit les choses? Est-ce que j'ai blessé? Est-ce que j'ai réellement fait du mal? Est-ce que j'aurais pu être autrement? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, je veux dire, ça tourne quand même dans ta tête. Et c'est bien, je trouve que c'est important, tu vois, de se remettre en question. Moi, je suis toujours en train de me remettre en question. Mais c'est vraiment se dire, ok, mais je suis quand même une personne, je suis quand même une bonne personne. Alors, tu vas me dire, la notion de bien de mal, c'est subjectif. Donc, faut, en tout cas, dans ma vision des choses, tu vois, peut-être pour quelqu'un d'autre, je suis pas du tout une bonne personne. Mais ça, voilà, par rapport à mes valeurs, je suis quand même une bonne personne. J'ai peut-être merdé, j'ai peut-être fauté, peut-être, tu vois, peut-être que j'ai mal Mm. fait. Mais maintenant, comment je peux faire autrement? Mais voilà. Et de dire, ben, j'apprends. En fait, chaque échec est un apprentissage. Mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi d'avoir un entourage soutenant. Je crois que c'est super dur quand même quand t'es seul, tu vois, vraiment, vraiment. Quand t'es au bout du rouleau, tu sais, quand t'es fatigué, que Mm. tu doutes de toi, que tu dis que tu vas pas y arriver parce qu'on a forcément à un moment donné ce genre de discours interne, c'est super difficile en fait si t'as personne sur qui compter, ou pire, Oui. pire, quand t'as des gens, et c'est pas de la méchanceté, parce que souvent ils sont effrayés ou ils sont maladroits, mais qui te disent un peu, en fait, qui te renvoient en disant, mais écoute, ça sert à rien, abandonne, lâche. N'insiste pas. Ouais, n'insiste pas, te fais pas de mal. Oh, je trouve que c'est pire en fait. Mm. Et c'est pire pourquoi? Parce que tu sens que la personne, elle n'est pas méchante, tu vois. Et Non, mais donc en du plus, coup, elle te traduit. C'est comme si tu n'avais pas peur des araignées et qu'elle elle en est tellement effrayée qu'elle te pousse à avoir peur des araignées alors que tu ouais, n'avais aucun problème avec ça au c'est départ, ça. quoi.
Donc, je crois que si on a, alors l'entourage, voilà, on va peut-être pas tout changer, mais peut-être de s'entourer, tu vois, comme toi, de coachs, de professionnels, ou même tout simplement de d'autres entrepreneurs qui sont, alors moi je dis souvent, il faut deux entrepreneurs, celui qui est au même niveau que toi, parce que vous partagez les mêmes angoisses souvent, Mm, et quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, c'est parce qu'il est ça. souvent passé par là et a le recul nécessaire aussi. Mais des fois, il peut y avoir un décalage parce que vous êtes plus du tout au même niveau. Donc en fait, avoir les deux exemples, c'est hyper riche. Donc il faut se dire que l'entrepreneuriat, il y en a qui voient ça comme un monde de requins, ça existe, mais il y a beaucoup de solidarité quand même, tu vois. Mm. Il y a quand même cette solidarité de se dire, tu vois, tu as beaucoup de conseils, même administratifs, c'est facile de trouver en disant, ah, t'as fait ça, toi, ah, mais comment t'as fait pour ceci, cela, ah, ok. Tu peux trouver facilement quand même des gens qui vont t'aider et vraiment, en fait, gentiment, quoi, qui vont faire la danse sur le cœur, quoi, tu vois. Moi, je sais que les réseaux sociaux, ça m'a permis d'avoir ce que je n'ai jamais eu dans la vie, dans mon parcours entrepreneurial. Je me suis très vite, première problématique, ça a été la solitude entrepreneuriale. Je suis arrivée sur les réseaux Hum, sociaux, j'ai connu tous les stades d'entrepreneurs, ceux qui étaient à la même hauteur que moi, qui étaient plus hauts et ceux qui étaient plus bas. J'ai très vite compris quels seraient mes alliés et qui me tirerait vers le bas. Et aujourd'hui, voilà. dans mon foyer, quand j'en parle, alors mon mari est entrepreneur aussi, mais comme on ne fait pas du tout la même activité, il y a des zones où on se comprend, des zones où il comprend toujours pas ce que je fais. Euh, néanmoins, euh, il me dit, mais j'ai l'impression que tu as plus d'amis, alors virtuels parce qu'on est à Hum. distance Ouais, que c'est dans vrai. notre vie locale. Et je dis Hum, oui, déjà pour une seule et bonne raison, c'est que les amis qu'on a au niveau local sont pas forcément entrepreneurs, ils sont salariés. Donc moi j'ai été salariée, je comprends, mais je n'avance plus sur le même chemin. C'est pas que j'avance pas à la même allure, c'est que je n'avance plus sur le même chemin. Et par contre, sur les réseaux, je décide qui je choisis. C'est pas le hasard de la vie uniquement qui va me faire rencontrer quelqu'un. Donc du coup, bien sûr que bah, je vois si ça passe, si ça passe pas, si on s'apporte quelque chose, si ça me tire vers le bas. Et du coup, oui, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont au Portugal, en Suisse, au Canada, en Belgique. Et en fait, autant c'est très frustrant de ne pas avoir la chance de pouvoir les rencontrer, même si on peut hum. provoquer ça au bout d'un moment. Mais en même temps, je trouve ça hyper enrichissant de me dire que j'ai une amie au Portugal, en Belgique, et des fois, des rencontres se font et c'est encore plus Ouais. chouette parce que tu sais, quand tu te dis je vais à la salle de sport, bah tu sais que tu vas rencontrer des gens, si tu es du genre à te mélanger. Quand tu vas au restaurant avec des amis, tu vas rencontrer d'autres gens. Enfin, justement, cette proximité géographique fait que tu auras des occasions d'eux. Mais quand la personne, tu la connais à l'autre bout du monde, si tu ne provoques pas, jamais on se serait rencontrés. Donc C'est ça vrai. apporte une autre richesse, une autre dimension, et ça fait aussi de moi qui je suis aujourd'hui parce que j'ai eu cette richesse de quelqu'un qui, malgré tout, en vivant dans d'autres pays, même si c'est la plupart du temps des pays francophones, m'apporte sa culture, sa richesse, son parcours d'étudiant, d'entrepreneur. Franchement, c'est un vrai bonheur quand tu es dans la solitude entrepreneuriale. Et Hum. quand on parle tout le temps des réseaux sociaux, de l'algorithme, de ceci, parlons un petit peu de ce qui s'y passe de bien, parce que ma vie aujourd'hui ne serait pas celle-ci si j'étais pas sur les réseaux. T'as raison. Et tu vois, ce que j'aime bien dans le milieu entrepreneurial, c'est que quand même, c'est un mindset différent. C'est des gens qui, en fait, il faut être vachement autonome quand même, parce que dans l'entrepreneuriat, tu dois Faut aimer compter le sur toi. challenge, Ouais, et puis tu sais, genre, il y a un peu cette idée de tu sais pas faire, bah tu vas apprendre en fait. c'est Arrête de te ça. dire de te cacher dans tu sais pas faire. Tu sais pas faire, t'apprends. Tu t'as pas compris, tu essayes de comprendre. Et du coup, je trouve que tu rencontres des gens qui ont souvent beaucoup travaillé sur eux-mêmes en fait. Mm. Moi, je trouve que les entrepreneurs qui, en tout cas, qui durent dans le temps, c'est souvent des gens justement qui se sont pas laissés aller, qui ont quand même des épaules, qui ont une certaine maturité. Alors, c'est pas toujours le cas, mais au final, c'est vraiment, je trouve, une mentalité que j'apprécie même chez mes amis, je me rends compte, tu vois. Alors, je pense que ça a changé, tu vois. Je pense que même comment je choisis mes amis aujourd'hui, c'est différent que qu'avant, tu vois. Maintenant, je vais être beaucoup plus en attente de personnes qui est plutôt cash, qui est plutôt en fait très authentique, C'est qui ça. tu vois, j'ai besoin de clairement ça va pas, tu le dis, il n'y a pas de entre les Oui, il lignes, tout tourne pas ça. autour du pot. Je suis Non, c'est pareil. ça, voilà. Et je pense que ça, j'ai l'étais moins avant. Parce que voilà, en développant ce mindset-là, ben, je pense que je suis en attente de ça aussi dans ma vie privée. Oui, Moi, j'ai toujours cherché des gens ambitieux, mais chacun met ce qu'il veut dans le Non, mot là, bah, je suis ambitieux. d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai rencontré mon mari il y a 21 ans. On avait 27 ans. Et je lui ai dit, il reprenait ses études pour faire le métier qu'il fait actuellement. Et je lui ai dit à 27 ans, reprendre ses études, là où autour de moi, j'ai que des gens qui sont salariés, et c'était mon cas.
même il habitait chez ses parents pour ça, enfin, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du sacrificiel. Pour moi, je me suis dit, ouais, il est ambitieux. Et quand j'en ai parlé à mes amis, on m'a dit, mais attends, il vit chez ses parents, il est au chômage. Mhm. Je dis, oui, mais vous voyez à court terme. Moi, je vois à long Ouais, terme. je Et suis ça, pour d'accord. moi, c'est extrêmement ambitieux. Et je rejoins ce que tu dis quand je vois les gens autour de moi qui, parfois, galèrent. Financièrement parlant, Ouais, je veux dire, ou qui galèrent parce que bah, multicasquette et tout, le fait de les voir persévérer, je trouve ça ultra ambitieux. De se ouais, c'est dire vrai. ça, je connais pas, je vais apprendre, c'est ultra ambitieux. Se dire, bon, bah, c'est ok si je vois moins mes enfants pendant un an, mais c'est pour justement en profiter plus derrière, c'est ultra ambitieux. L'ambition n'est pas juste une métrique du résultat donné, quoi. Je suis d'accord. Et l'entrepreneuriat a validé Mm, mm. enfin, à valider, ça sera un grand mot parce que j'attendais pas une approbation, mais qu'effectivement, c'est ce que j'aimais chez les gens. Bon, après, il n'y a pas de hasard, je suis Capricorne, donc l'ambition, le travail, tout ça, c'était déjà au-dessus de ma tête quand je suis née. Mais voilà, oui, oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat t'amène bah, déjà à mieux te connaître parce qu'effectivement, on te dit de travailler sur toi Mm. pour maintenir tout ça. Mais du coup, cet apprentissage que tu fais sur soi va t'amener à choisir les gens que tu veux dans ton entourage. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ultra challengeant, c'est ultra épuisant pour ma part, je me le cache pas. Quand on te dit si ton business sacrifie des choses, c'est pas normal, si c'est un choix, même d'ailleurs, on le voit au bout d'un moment, soit c'est ok, soit on veut arrêter, c'est ok aussi. Néanmoins, ça répond beaucoup plus à la vie que je voulais mener, même si il y a des choses encore aujourd'hui, des résultats que je n'ai pas, qui font souffrir Mm, mes mm. idéologies. Mais ça, dans tous les milieux, hein. Voilà. En fait, il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout. Il y a des Ah avantages, non, il y a des inconvénients dans tous les ah, statuts. c'est clair. Et Oui, c'est pas la baguette magique, hein. Et en non, plus, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde n'est pas fait pour avoir un patron et être dans le salariat, carrément. Je voulais te demander, selon quelles difficultés concrètes, puisque tu accompagnes donc des femmes neuroatypiques, quelles difficultés tu vois revenir régulièrement chez tes clientes? alors, tu veux dire sur le côté perso ou pro? Les deux. Parce que j'accompagne sur les deux. Alors, sur le côté perso, en ce moment, alors je sais pas si toi tu le remarques aussi, mais des fois c'est par vague. Mais il y a la problématique du couple qui revient souvent. Ça, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est des femmes qui sont vraiment dans le people pleaser et Mm, qui donc ont choisi leur choix de vie ou même leur compagne ou leur compagnon, euh, pas vraiment en fonction de ce qu'elles ont besoin. mm. Mais Ni de qui elles sont aussi, je trouve. en fait, voilà, c'est-à-dire le souci d'être, et donc plus globalement, du coup, la problématique, c'est le caméléonisme, c'est-à-dire qu'en fait, la suradaptation. C'est-à-dire que, attention, l'adaptation, c'est une compétence sociale qui est extraordinaire et c'est super chouette de savoir s'adapter, tu vois, face à telle ou telle personne, de connaître les codes Mm, sociaux, c'est un atout fondamental quand on vit dans la société. Mais la suradaptation, c'est genre, je mets un faux self, je mets un masque en permanence, quitte finalement à un moment donné à me confondre avec lui et à ne plus savoir qui je suis. Et tu vois, je vois beaucoup de femmes qui du coup ne savent plus du tout qui elles sont. D'ailleurs, il y a une question toute bête souvent que je pose, c'est de quoi tu as besoin? Et bien quelqu'un qui te dit, ben je ne sais pas, oui. c'est problématique, C'est clair. en Et fait. c'est Tu souvent, vois? malheureusement, la Eh oui, réponse la plus communément donnée. Mm. et oui. Donc si tu ne sais pas, c'est que tu ne te connais pas. Oui, Et parce que alors ce là, on qui est parle pas dingue, d'envie en plus, on parle de besoin. exactement, de vraiment besoin. Et tu vois, ce qui est contradictoire, c'est que quand les gens, je leur dis, ils se connaissent pas, ils vont me dire, mais si, je sais très bien qui je suis. Bah non, si tu ne sais pas de quoi tu as réellement besoin pour être bien, heureuse, épanouie, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Parce que du moment que tu sais comment y répondre. Ça ne veut pas dire que tu peux y répondre, parce que des fois on a besoin de quelque chose qu'on peut pas avoir de suite, on est d'accord. Mm, mm, mm. Mais tu es censé savoir en fait. Et tu es censé avoir la possibilité de faire aussi, en plus des plans d'action sur du court et du long terme pour répondre à ton besoin, tu vois. Normalement, en tant qu'adulte, on est censé pouvoir faire ça. La théorie. En pratique, le souci c'est que en fait, depuis toute petite, elles ont senti ce qu'on attendait d'elles. Et donc, potentiellement, si on attend ça de moi, il faut que j'y corresponde. Et je parle pas que au dictat beauté, ce qu'on entend souvent. Non. Oui, oui, Là, non, je non. parle même au niveau de la posture. Et tu vois, il y en a, elles vont toujours vivre dans l'ombre, elles vont tout le temps, en fait, se sous-évaluer. Par exemple, beaucoup de femmes, en fait, ce que moi j'appelle la fausse humilité, c'est qu'elles vont pas oser dire les compétences qu'elles ont. Parce que ça se fait pas. Tu vois, je mets ça entre gros guillemets, mais c'est Parce qu'on ça. leur a C'est-à-dire que, appris que ça se faisait pas non plus. ben, exactement, Il y a c'est-à-dire beaucoup qu'une femme, d'induits, ouais.
une femme qui aurait de vraies qualités, elle n'est pas censée les dire, elle n'est pas censée les voir, elle est censée faire comme si elle les avait pas. Mais je comprends pas le délire. Le souci de ça, c'est que après, tu vas te voir comme ça. Mm. Et donc, tu vas pas te rendre compte des compétences que tu as. Donc, tu vas faire des choix de vie qui ne te correspondent pas. Tu vas faire des choix de vie en fonction de celles que tu penses Qu'on- devoir être. ou qu'on attend de toi que tu devrais être dans Mais la j'irai même plus société. loin. Mais j'irai même plus loin. Que tu penses qu'on attend de toi. Mm. Parce que finalement, peut-être que personne n'attend rien de toi, hein. Tu vois? À un C'est moment clair. donné, en fait, tout le monde n'a rien à faire de tout le monde. Tu vois, on En est fait, tous tout dans... le monde a un peu donné son avis pendant que tu grandissais. T'en as fait Ouais, une vérité absolue et t'es c'est ça. persuadé qu'aujourd'hui, les gens attendent quelque chose de toi. C'est En ça. fait, c'est juste toutes ces informations que tu as construites dans cette croyance qu'on attendait quelque chose Ouais. de toi, alors que les gens ont repris leur chemin, se reconcentrent sur eux-mêmes parce que de toute Bah, en façon. fait, ils ont tous le même problème, en fait. Et Donc, oui, du coup, voilà, tout le parce que monde de est toute façon, on a autocentré, tous le tu vois. même problème et qu'au bout d'un moment, C'est faut, ça. faut... Donc, C'est clair. du coup, je le vois au niveau de leur couple, c'est qu'elles sont des fois avec des partenaires qui leur correspondent pas du tout. Et dans le monde professionnel, elles sont dans un endroit professionnel qui leur correspond pas. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est qu'au lieu de remettre ça en question parce que ça serait trop douloureux, ce que je comprends, hein, vraiment, je le juge pas, je le comprends très bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont essayer encore plus de se suradapter, de faire encore plus d'efforts. Parce qu'elles vont, en fait, elles vont se remettre en question, elles vont dire que c'est elles le problème. Donc, elles vont encore plus s'épuiser à correspondre à des attentes totalement idéalistes et qui sont très loin de ce qu'elles sont. Et donc, ça fait des burn-out, ça fait des dépressions, ça Et fait en tout surtout, cas. t'as pas ces compétences-là parce que tu sais pas comment on est comme ça et pas Oui, autrement. ça, en fait, ça, voilà. Et donc, des fois, faut tout. Et ça, c'est douloureux parce que, effectivement, tu vois, tu viens bouger. En fait, ça fait des crises identitaires, d'une C'est certaine ça. manière. Et celles qui viennent à moi, si elles viennent, c'est qu'elles sont prêtes aussi à bouger. Tu vois, à faire quelque chose de cette crise identitaire. C'est-à-dire, moi, je ne la génère pas chez les gens. C'est chacun son chemin. Il y en a qui sont dans le déni Ah oui, c'est un choix toute leur vie. personnel, hein. Tu peux pas dire, Exact. tiens, tu devrais aller voir un Non, tel ou non, un non. tel. Non, non, Faut que pas tu du tout. ressentes le besoin parce qu'en plus, le résultat n'en sera que meilleur. Exactement, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais oh, ça peut être compliqué parfois, tu vois, quand toi tu te remets en question, mais que la personne avec qui tu vis, c'est pas le cas. Et des fois, c'est se confronter aussi à l'entourage et dire, ah, t'as changé. Et ça, moi, j'aime bien, tu vois, si tu me permets de le dire. Si quelqu'un vous dit, t'as changé, c'est bon signe, en fait. Parce que je sache, en fait, physiquement, vous n'êtes pas la même personne que quand vous aviez 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas quel âge vous avez. Donc, ça me semble logique qu'intellectuellement, vous changez aussi. En fait, ce qui serait bizarre, ça serait l'inverse, c'est de ne pas changer, tu vois. Ça serait vraiment bizarre. Mais parfois, je pense que on reste figé aussi et on se permet pas d'évoluer parce que justement, on ne veut pas perdre l'entourage, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait du bien parfois de rencontrer de nouvelles personnes, de changer en fait de cercle, pour nous encourager à voir des choses autrement Hmm. et peut-être à développer une autre part de notre personnalité. Tout me parle. Tout me parle et j'aurais tellement à dire là-dessus parce que On pourra faire un deuxième épisode parce que je vois le temps qui passe. Non, non, mais c'est vrai parce que je rencontre en plus les mêmes problématiques en accompagnement aussi. Et c'est effectivement, quand tu dis, pas facile, parfois douloureux. Et en plus, ça fait peur parce que te dire, faut que je déconstruise, mais où je vais atterrir? Qui je suis? C'est ça. Enfin, t'as une Ah, sensation que quand mais il faut déconstruire quelque chose, tu vas tomber dans le néant et qu'il faut que tu recommences à zéro. Alors qu'en fait, c'est pas la peine de commencer à zéro. Il y a une base, c'est nous la base. Le tout, c'est un peu de revenir quelque part en arrière, de déconstruire ce qui c'est nous ça. appartient pas. Et ça s'apprend comme n'importe quelle autre compétence, sauf que celle-ci, comme elle est de l'ordre de l'émotionnel, de la psychologie, et ben, elle donne la sensation d'être beaucoup plus effrayante. Néanmoins, ce que tu vas quitter, c'est ce qui te fait mal, et ce qu'on t'invite à faire, c'est de retrouver quelque chose qui est beaucoup moins douloureux, même Bah, beaucoup plus agréable. moi, c'est la citation que je me dis toujours. Entre deux douleurs, on a le choix. Soit la douleur de la transition, soit la douleur de la stagnation. Tu choisis. Mais c'est ton choix. Hmm. Voilà. À un moment donné. Oui, parce que c'est difficile de rester sur place et c'est difficile d'aller à un autre Bouger. point. C'est Et ça. il faut choisir sa difficulté. C'est ça. Penses-tu que l'acceptation de soi joue un rôle dans l'évolution? Oui. Le problème dans l'acceptation de soi, je crois qu'il y en a qui croient que c'est de la bienséance ou en fait, il faut pas confondre la bienveillance et la bienséance. Donc, il y en a qui refusent de faire le travail d'acceptation d'eux-mêmes parce que ils estiment qu'ils ne seront plus assez encouragés à être exigeants, encouragés au changement, alors que ça n'a rien à voir. L'acceptation de soi, ça veut dire qu'on accepte là où on est sur ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'on est bloqué après sur le chemin. Mm. Et au contraire, plus on s'accepte soi, plus c'est facile en fait aussi de dérouler le chemin.
Donc accepter, c'est aussi se dire, ok, là, je n'ai peut-être pas encore accompli ou fait ce que j'aurais voulu faire, ou je ne suis pas encore celle que j'aimerais être. Et puis c'est se dire, derrière il y a ce côté d'amour inconditionnel, je ne sais pas si c'est pas un idéal, mais dans l'amour inconditionnel, il y a quand même cette idée, quand bien même je ne serai jamais la personne que je souhaite être, quand bien même je n'atteindrai jamais certains objectifs, je m'aime quand même. Mm. Et ce n'est donc pas conditionné à ce que je pense devoir être ou à ce que je pense devoir faire. Et ça te laisse suffisamment d'amour de toi pour te dire que peut-être, dans ton chemin, un jour ou l'autre, finalement, tu vas acquérir ce que tu veux, que tu n'arrives pas à faire actuellement. Oui. Ou bien tu trouveras un autre chemin. Voilà. Mais non, mais c'est Mais, clair. euh, mais oui, je pense réellement que il y a des gens, tu vois, ils attendent ça de l'autre ou de quelque chose d'extérieur. Moi, je les encourage dans ces cas-là à faire une thérapie, un travail sur eux-mêmes en profondeur, parce que en réalité, les gens vous apportent l'amour que vous portez à vous-même, hein. Mm. C'est-à-dire que si on a assez de respect pour soi, par exemple, pour dire non ou stop, on le voit dans la limite qu'on peut poser, et si on le légitime suffisamment, on n'attend pas que l'autre nous comprenne. Parce qu'en fait, on a dit non, c'est tout. Non. Que tu ne comprennes pas, c'est quand même un non. Et on Et recevra ce fameuse phrase de qu'est-ce que t'as changé? Parce ah que bah, justement, les gens les gens oui, c'est vous vrai. donneront ce que vous leur laissez donner et C'est ça. s'autoriseront ce que vous leur laissez C'est ça. autoriser Et sur puis, je vous-même. peux vous assurer que ça fait le tri aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens avec qui ça posera pas de problème, parce que si eux-mêmes, ils ont une relation saine avec eux, si eux-mêmes, justement, ils sont là-dedans, que vous puissiez leur dire non, bah, ils le prendront pas mal, en fait, hein. Pas Non, du parce tout. qu'ils attendaient peut-être en fait aussi ce que Moi, vous posiez ce cadre-là moi, pour j'apprécie, pouvoir tu vois, eux-mêmes je te poser des disais, limites, je quoi. préfère les gens, en fait, honnêtes, en disant, ben là, par exemple, ça m'a blessé, ça, j'ai pas aimé, ok, je le sais, on avance, tu Mm, vois. Parce qu'il n'y a pas pire, je trouve, par exemple, en amitié ou en amour, d'être avec quelqu'un qui sait pas poser de limite. C'est mm. terrible, en fait. Parce que toi, tu le vois pas, tu le sais pas, potentiellement, je sais pas, tu pousses un peu loin quelque chose, et après, bah, après quoi? Il va essayer de te faire culpabiliser alors que tu le savais pas, et puis toi, tu t'en veux quand même d'avoir fait de la peine, mais tu pouvais pas le savoir. Enfin, c'est insupportable. Après, tu as l'impression de devoir marcher sur des œufs. Non, pour une relation saine, Il y c'est a un hyper. côté déresponsabilisé parce qu'en fait, tu dis oui, l'autre, il fait jamais ci, il me regarde plus, il m'écoute pas, il fait pas. Non, il fait, mais tout ce que tu lui as autorisé, toi aussi. Donc ça ne t'aide pas de Mm. penser que tout vient de l'autre parce que toi, tu n'avances plus et tu stagnes aussi. Très clairement. Est-ce que tu peux, parce qu'on pourrait parler pendant Mais tu vois, des heures. l'entrepreneuriat m'a aidé là-dedans. Oui. On pourrait parler pendant des heures, comme je disais. Du coup, je vais t'inviter, je vais pas te retenir plus longtemps non plus, mais je voudrais t'inviter à nous dire où c'est qu'on peut te retrouver, à nous parler des accompagnements, des sommets que tu mènes, tout ça, tout ça. Alors, plus globalement, j'invite les personnes, s'ils sont intéressées à en savoir plus sur les atypies, à comprendre leurs particularités, à remettre du sens peut-être à ce qui n'en a pas, parce que je pense que c'est ce qui est plus douloureux. Tu sais, par exemple, ceux qui ont certaines maladies, je pense que le plus dur, c'est justement d'être en errance médicale, tu vois. Les Oh gens oui, je qui... vois. Bah voilà. Bah, tu vois, ceux qui n'ont pas de diagnostic, c'est encore plus douloureux que de savoir. Et ils le disent en fait. Bah, c'est la même chose en réalité quand tu ne comprends pas certaines de tes particularités, certaines de tes réactions. Bah, en fait, c'est hyper douloureux. Donc, je vous invite peut-être à me suivre notamment sur Instagram. Il y a énormément de contenu. Ça fait des années que je poste au moins 3 fois par semaine. Donc, du coup, ça voilà. Dans ma newsletter aussi, peut-être, parce que si vous mettez sur la newsletter, j'ai fait, tu vois, un PDF de plus de 70 pages pour expliquer en fait ce que c'est les atypies, pour avoir le b.a-ba des informations. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ben, abonnez-vous. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Et donc sur mon site Elodie Crépel, plus globalement. Sinon, tous mes livres, j'en ai écrit une dizaine. Bah, ils sont partout sur Internet ou dans vos libraires. Alors peut-être que dans vos petites librairies, ils me connaissent pas, donc il faut leur demander d'acheter les livres. Je ne sais pas les commander. Mais en général, voilà. Et après, oui, en général, sur mon site, vous avez toutes les infos. Si vous êtes un newsletter, vous allez être au courant de toutes les formations, les sommets, tout ça. Et en général, sur Instagram aussi. Mais je suis également sur TikTok, YouTube, LinkedIn. Enfin, il y a aussi, si vous préférez. De toute façon, moi, je mettrai les liens en dessous dans Voilà. la légende du podcast avec grand plaisir. Et puis, je sais que mes clientes, j'allais dire mes abonnés, mais non, c'est pas vrai. Mes clientes te connaissent forcément parce Euh, qu'elles t'ont lu chez moi aussi. C'est vrai que Et je le note toujours, mais parce que oui, il y a une idée de cheminement dans mes accompagnements où forcément, je sais qu'à un moment donné, tes livres vont leur parler et va leur permettre d'ouvrir un champ des possibles. Parce que quand elles viennent me voir,
pour elle, si je leur parle d'atypisme, elle va me dire, mais c'est pas que ça me parle pas, c'est que Hmm. je ne suis pas concernée. Ouais, 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 je vois très bien. Voilà. Et au bout d'un moment dans mon programme, il y a cette idée-là que Lire. Il faut aller une lire. lecture d'Élodie, et à chaque fois on me dit, oh, eh ben, j'ai fait ce module-là de connaissance de moi, mais ça, c'est frappant. J'aurais pas mis un centime dessus. Donc de toute façon, je ne pouvais pas passer à côté des écrits, c'est tellement complémentaire. Mais voilà, donc je sais que Merci Sandra. mes clientes connaissent tes écrits. Et j'invite celles qui ne connaissent pas à vraiment au moins en tenter un. Comme tu dis, il y en a une dizaine. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, ça va parler. Merci à toi. Je te remercie beaucoup encore une fois de ta présence. Évidemment, j'aurais pu passer encore 1 heure à tes côtés avec Sans grand souci. plaisir. Euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Très belle continuation. Merci à toi. Merci encore.